Bien, bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Bernard Meunier qui me donne l'occasion d'illustrer l'énorme potentialité de dendrimère pour une nanomédecine innovante. Et puisque Bernard Meunier m'a invité, je commencerai par citer un de ses articles, paru il y a 1 an et demi dans la revue Angewandte, où Bernard Meunier posait la question de savoir si la chimie avait un futur pour des innovations thérapeutiques. Et il concluait son article en disant que le futur de la chimie pour la conception et le design de certains dendrimères, de certaines drogues et pour leur développement était brillant et créatif. Alors pour aborder cette thématique dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, je mentionnerai 2 phrases de cet article-là. Tout d'abord, l'exploration de l'espace chimique est seulement à son départ, à son début. On verra quelques exemples. Et également une deuxième phrase que vous pouvez lire ici, permettant de dire qu'il faut garder à l'esprit que un des principaux avantages des petites molécules par rapport aux protéines thérapeutiques ou bien aux anticorps est le fait qu'elles permettent d'atteindre des cibles intracellulaires qui ne peuvent pas être atteintes par de très grandes macromolécules. Or, vous allez voir, les dendrimères, les composés dont je vais vous parler, ont des tailles intermédiaires entre les petites molécules et, par exemple, les anticorps, si bien qu'on va ouvrir un certain nombre de possibilités d'applications thérapeutiques. Alors, avant de vous parler de ces applications thérapeutiques, je vais prendre 4-5 minutes à vous dire ce qu'est un dendrimère, comment on peut définir ces molécules. Bien, les dendrimères, ce sont des polymères isomoléculaires multifonctionnels dont la taille, la masse moléculaire peuvent être contrôlées de façon rigoureuse durant leur préparation. En fait, les dendrimères sont des arborescences divergeant à partir d'un cœur central et préparées via la répétition d'une séquence de réactions qui va nous permettre à chaque séquence de réaction de construire ce qu'on appelle une génération. Et vous voyez que j'ai schématisé ici en dendrimères génération 1, 2, 3 et 4. Alors ces dendrimères se caractérisent par la présence d'un grand nombre de fonctions à leur surface, ce qui leur confère des propriétés particulières de solubilité, de viscosité et de réactivité. D'autre part, ils possèdent un certain nombre de cavités à l'intérieur desquelles on va, par exemple, faire un certain nombre de réactions ou encapsuler des drogues que l'on va relarguer progressivement. Il est intéressant de noter 3 points importants concernant les dendrimères. Vous avez ici la modélisation moléculaire de ces objets. Premier point important, vous voyez qu'à partir d'une taille donnée, nous avons des composés globalement sphériques. Deuxièmement, on distingue bien les cavités. Et troisièmement, les groupements fonctionnels que l'on a mis en surface, par exemple ici des groupements aldides en vert ou des groupements aldides en rouge, eh bien, tous ces groupements sont en surface parfaitement accessibles pour faire d'autres opérations, d'autres types de réactions. Alors, je ne vais pas vous parler de chimie, simplement je vais rappeler la méthode de synthèse que nous avons mis au point il y a longtemps pour préparer des dendrimères. Très rapidement, c'est la répétition d'une séquence de réactions. Les produits secondaires, c'est du chlorure de sodium et de l'eau. Et quand on répète cette séquence de réactions, on arrive rapidement à des macromolécules. Vous voyez, ce sont des dendrimères de génération 12, de masse moléculaire supérieure à 3 millions, avec plus de 12 000 atomes de chlore en surface, c'est-à-dire 12 000 groupements fonctionnels. Alors ça, c'était la première méthode de synthèse que nous avons effectuée, mais on peut jouer avec ces dendrimères, c'est une espèce de Lego chimie en quelque sorte. On peut préparer, vous voyez, ce qu'on appelle des dendrons. Ce sont des petites molécules comportant des groupements fonctionnels que j'ai marqués ici en vert, en bleu ou en rouge, mais qui ont également des groupements fonctionnels au niveau du cœur. Et ce qu'on peut faire, eh bien, on va pouvoir greffer entre eux 2 dendrons et former des composés qu'on appelle le Janus, où vous avez une activité particulière à ce niveau-là, une autre activité
à ce niveau-là, ou bien on va prendre un cœur, une molécule de cœur sur laquelle on va greffer 4 dendrons identiques et un 5e différent, ou bien on va partir d'un polymère linéaire, on va greffer ces dendrons et donc on va dérouler en quelque sorte le polymère et on va offrir à ces polymères des propriétés physiques, chimiques et biologiques différentes des polymères du départ. Ou bien encore, on va prendre un dendrimère ici et à l'intérieur, on va greffer des groupements fonctionnels. C'est ce que j'ai visualisé ici par des points rouges. Et à partir de ces points rouges, on va faire pousser, grossir des dendrimères à l'intérieur de la structure de départ. Et on a donc des systèmes extrêmement intéressants d'un point de vue application. Alors tous ces composés, généralement, ont des générations, des couches identiques. Mais on peut, et ça sera une de mes dernières diapositives sur la structure, on peut préparer des composés dont chaque couche est différente de la précédente et de la suivante. Vous avez ici, par exemple, une seule branche d'un dendrimère qui en comporte 6. Vous voyez qu'à chaque couche, eh bien, on a des composés, une fonction différente, ce qui va nous permettre de jouer sélectivement, c'est-à-dire par exemple à un certain niveau du dendrimère, greffer un groupement fonctionnel, greffer un antibiotique ou autre, et effectuer d'autres réactions à d'autres niveaux. Simplement une illustration. Vous avez ici ce qu'on a, on a une structure en oignon. Vous voyez que chaque couche est différente. Et par exemple, on peut greffer ici de l'or. Et ceci est intéressant parce qu'on va pouvoir réduire l'or, former des nanoparticules d'or qui vont être stabilisées par la structure dendrimère et on va pouvoir utiliser ça, par exemple, en imagerie médicale. On verra des exemples. Bien, alors que peut-on faire avec ces dendrimères? Bien, j'ai représenté ici les applications que nous avons développées durant les 10-12 dernières années et je vais m'intéresser, bien sûr, aux applications dans le domaine thérapeutique. Ceci en utilisant simplement, pour vous donner quelques idées, 3 types de dendrimères. D'une part, des dendrimères où on aura mis des systèmes anioniques en surface, c'est-à-dire des dendrimères polyanioniques solubles dans l'eau. Puis, on verra quelques exemples d'utilisation de dendrimères polycationiques, c'est-à-dire avec un certain nombre de cations en surface. Également, ces composés sont solubles dans l'eau. Et on terminera par des dendrimères neutres ou des dendrimères comportant des métaux, et on verra leur activité antitumorale. Donc, première étape, que peut-on faire avec des dendrimères polyanioniques? Alors, j'ai représenté ici, vous voyez, un petit dendrimère qui comporte ce qu'on appelle des groupements aza-bisphosphoniques. C'est un composé polyanionique parfaitement soluble dans l'eau. Et on va utiliser ce dendrimère comme agent thérapeutique pour détecter un certain nombre de maladies, comme en imagerie médicale, car on sait greffer des chromophores soit à l'intérieur, soit en surface de ce dendrimère. On va pouvoir contrôler la mort de certaines cellules et on va pouvoir utiliser ce dendrimère comme un reporter, c'est-à-dire qu'on va suivre l'efficacité d'un traitement. Alors, premier exemple, intéressons-nous à notre système immunitaire. Vous savez que notre système immunitaire est constitué de 2 types de cellules. D'une part, des cellules ayant une immunité adaptative, c'est-à-dire qu'elles vont reconnaître, par exemple, la présence d'agents pathogènes, de bactéries, de parasites, de cellules cancéreuses, pourvu qu'elles soient activées, par exemple par un vaccin. C'est le cas des lymphocytes bien connus, B, T alpha bêta, NKT, T gamma delta. Et nous avons également à côté de ceci des cellules ayant une immunité innée, c'est-à-dire qu'elles vont immédiatement reconnaître la présence d'agents pathogènes sans avoir à être activées. C'est le cas des cellules dendritiques, des monocytes et des cellules NK, natural killer. Si on s'intéresse à ces cellules natural killer, toute thérapie antitumorale nécessite l'utilisation de milliards de cellules natural killer. Et personne n'est capable de proposer des méthodes d'amplification de cellules NK.
Alors, que se passe-t-il lorsqu'on traite donc le sang circulant, PBMC, en présence de ce dendrimère? Bien simplement, regardez ici cette partie, ce graphique. Lorsqu'on s'intéresse à 1 million de cellules NK et qu'on les traite par l'interleukine 2, au bout de 21 jours, on passe de 1 million à 10 millions de cellules NK. Maintenant, si on fait la même opération, si on traite 1 million de cellules NK avec l'interleukine 2 et ce dendrimère, en 21 jours, on passe de 1 million à 500 millions et quelquefois à 1 milliard de cellules NK. Donc là, on a une amplification extraordinaire. Et donc, il était intéressant de savoir si ces cellules NK avaient le même pouvoir vis-à-vis des cellules cancéreuses que les cellules NK de contrôle. Alors, nous avons démontré que ces cellules NK, ces dendrimères ne présentaient aucune cytotoxicité, pas de génotoxicité, des études ont été faites avec l'Institut Pasteur, et pas de toxicité sur le modèle murin. On a essayé de voir si les cellules NK qui ont été activées grâce aux dendrimères avaient les mêmes propriétés que les cellules NK de contrôle. C'est le cas, donc on peut lyser un certain nombre de cellules cancéreuses. On a contrôlé ça, vous le voyez, sur deux types sur par exemple un lymphome de Burkitt, et on peut voir ici que ces cellules NK amplifiées grâce aux dendrimères ne détruisent pas les cellules saines du même donneur. Et quand vous regardez cette partie du cliché, nous avons effectué des études sur 14 types de cancers, de type leucémie et carcinome, et quel que soit le rapport NK sur la cible, eh bien, on a toujours la même activité des cellules NK amplifiées par les dendrimères par rapport aux cellules NK de contrôle. Alors, on avait un composé qui était extrêmement actif. Alors, brièvement, on a essayé d'optimiser l'activité de ce composé. Je passe rapidement, mais c'est un énorme travail qui a été fait. Vous voyez qu'on a augmenté le nombre de générations, on a fait varier la surface des groupements de surface, on a modifié les dendrimères en mettant une branche, deux branches, trois branches, etc. On a amplifié la densité des groupements fonctionnels à la surface, on a complètement changé la nature des branches. Eh bien, le dendrimère le plus intéressant, c'était le premier qu'on avait mis au point. Alors, on s'est demandé pourquoi un tel dendrimère était actif, beaucoup plus actif que tous les autres. Et simplement, je vous montre ici 6 structures différentes, où en surface, on a toujours ces mêmes motifs azabisosoniques, ces systèmes polyanioniques, et vous voyez, seul l'intérieur change. On a ici des intérieurs qui sont hydrophobes et ici des intérieurs hydrophiles. Eh bien, quand on s'amuse à faire des calculs, quand on s'amuse à faire de la modélisation moléculaire, effectivement, on voit un changement important dans la structure entre les composés qui sont actifs et les composés ici qui ne sont pas actifs ou qui sont extrêmement flexibles. Dans ce cas-là, il y a une présentation importante des groupements azabisosoniques à la surface des dendrimères. Donc, ceci était une première étape, mais on s'est également aperçu que ces dendrimères activaient des monocytes. Comment? Eh bien, par exemple, vous avez ici un monocyte qui a été marqué par un groupement fluorescent. On le met en présence de dendrimères qui, eux, sont marqués par la fluorescine, donc par un autre groupement fluorescent. Vous voyez qu'au bout de 16 secondes, déjà, le dendrimère entoure le monocyte. Au bout de 64 secondes, il y a un début d'internalisation. Et au bout de 15 minutes, le dendrimère est rentré complètement à l'intérieur du monocyte. Et on observe un changement de granulosité, de taille et une activité phagocytaire différente. Alors, ceci est intéressant parce que nous avons montré que le dendrimère induit l'amplification des cellules NK, mais aussi est immunosuppressif, c'est-à-dire qu'il est anti-TCD4+, il est anti-inflammatoire et il est anti-ostéoclastique. Alors, quand vous regardez ces trois propriétés, et si vous comparez ceci
aux effets responsables de l'arthrite rhumatoïde qui affecte 0,5 à 1% de la population dans nos régions, dans nos contrées, 250 000 personnes en France. Vous voyez que l'arthrite rhumatoïde se caractérise par une résorption de l'os avec une activité accrue des ostéoclastes, qu'il y a des désordres de type cytokine avec un contexte inflammatoire chronique dû à l'activation des lymphocytes CD4+. Juste une parenthèse, le traitement actuel de l'arthrite rhumatoïde, c'est par des anticorps monoclonaux, c'est 15 000 € par an et par patient. Donc, quand on voit les propriétés de ces dendrimères et les causes qui amènent à l'arthrite rhumatoïde, on peut penser que peut-être ce dendrimère serait une des premières drogues qui permettrait de lutter contre tous les aspects de l'arthrite rhumatoïde. Alors, on a vérifié ceci et on a validé donc sur un modèle de souris qui développe une inflammation du type arthrite rhumatoïde. On a constaté 100% de rémission sur tous les animaux, de façon intraveineuse ou oralement, sans formulation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va traiter au bout de 8 semaines des souris qui développent donc une inflammation du type arthrite rhumatoïde. Et au bout de 8 semaines, on va faire une injection intraveineuse de 10 mg de dendrimère par kilo. Et vous regardez la courbe jaune ici, au bout de 6 semaines, on observe la rémission totale des effets de l'arthrite rhumatoïde. On peut opérer maintenant de façon orale. Au début, il n'y a pas d'atténuation, mais vous voyez que rapidement ensuite, on a le même effet, on a besoin de 5 semaines de plus, mais on observe une rémission totale des effets de l'arthrite rhumatoïde. Alors, si on veut aller un peu plus loin et illustrer ceci, vous avez ici une patte d'une souris qui développe l'arthrite rhumatoïde. Vous voyez, la patte est gonflée, violacée. La patte traitée, la souris traitée, a une patte tout à fait normale. L'inflammation a disparu. Et si on regarde un peu plus en détail, vous voyez que dans le cas de la patte de la souris développant l'arthrite rhumatoïde, eh bien, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus de membrane synoviale. Dans le cas de la souris traitée, on récupère entièrement le cartilage et la membrane synoviale. Donc là, on a une application intéressante et à titre d'exemple, on en est à l'application au niveau du singe pour le moment. Voyons donc maintenant une troisième application qui concerne l'utilisation de ces dendrimères polyanioniques, donc la diffusion transdermique. Alors quand on s'intéresse à la diffusion transdermique, à la pénétration dans la peau, si on utilise, par exemple, si on pense utiliser dendrimère, il y a 3 voies possibles. On encapsule une drogue à l'intérieur du dendrimère, mais dans ce cas-là, la drogue va être relarguée très rapidement et va rester dans la première couche de la peau, à savoir le stratum corneum. Si maintenant à ce système-là on ajoute un composé qui va favoriser la pénétration dans la peau, par exemple un acide gras, dans ces conditions, on peut amener la drogue au début de l'épiderme. Et il y a une troisième solution qui n'a jamais été tentée, c'est à travers les follicules qui permettrait une pénétration plus grande au niveau de l'épiderme, mais pas encore au niveau du derme. Alors pourquoi le derme? Bien, pour les raisons que je vais vous exposer dans un petit moment, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu quelques essais qui ont été faits, notamment aux États-Unis, et les gens ont montré que le coefficient de perméabilité était inversement proportionnel à la masse moléculaire. Ce qui n'est pas vrai dans tous les cas, puisque si vous prenez ce composé, c'est un dendrimère G2. Ici, vous avez un dendrimère G4 qui est donc beaucoup plus grand que le G2, beaucoup plus gros. Néanmoins, il n'y a pas de pénétration. Il faut amener un certain nombre de groupements tels que des groupements carboxyliques en surface pour favoriser la pénétration jusqu'au niveau du derme. Alors,
Qu'avons-nous fait dans ce domaine pour illustrer ces phénomènes-là? Eh bien, nous travaillons dans le domaine de l'anti-vieillissement et nous avons montré avec deux composés polyanioniques, je donne simplement un nom de code parce que ce sont des résultats qui ne sont pas publiés, nous avons montré que grâce à ces composés, on pouvait inhiber l'activité de l'élastase jusqu'à 94%. Alors il faut savoir que l'élastase est une enzyme dont le rôle principal va être d'hydrolyser l'élastine. L'élastine, c'est une protéine qui maintient l'élasticité de la peau, mais on retrouve l'élastine également dans les vaisseaux sanguins, dans les alvéoles pulmonaires, dans les cartilages. Donc, on produit de l'élastine jusqu'à la puberté, et ensuite on ne produit plus d'élastine, et lentement, il y a une hydrolyse par l'élastase de l'élastine, et la conséquence de ça, c'est l'apparition de rides ou de vergetures. Donc, il était extrêmement intéressant de montrer qu'un composé, qu'un dendrimère polyanionique, pouvait inhiber jusqu'à 94% donc, l'activité de l'élastase. D'autant plus que certains de ces composés également permettent de stimuler la production jusqu'à 67% du collagène 1A1 qui est également impliqué dans certains phénomènes de vieillissement de la peau. Donc voilà une autre application des dendrimères polyanioniques. Si vous le voulez bien, passons maintenant à une application de dendrimères polycationiques. Nous avons ici des cations en surface et non plus des anions. Vous avez ici une structure d'un gros dendrimère génération 4 et vous avez 96 groupements ammonium en surface. Ce composé-là est bien sûr totalement soluble dans l'eau. Alors nous avons montré un certain nombre de propriétés de ces composés-là. Par exemple, pour les maladies de Parkinson, c'est un composé qui va diminuer de façon très sensible l'agrégation de la protéine MAPO, qui est responsable de certains désordres dans la maladie de Parkinson. De point de vue de la maladie d'Alzheimer, ce composé-là également permet de diminuer l'agrégation des bêta-amyloïdes. Et nous avons également montré que ces composés-là avaient des propriétés antibactériennes, grand plus et grand moins. Je vais illustrer une autre propriété qui concerne la transfection rapidement. C'est un travail un petit peu ancien que nous avons effectué avec Bernard Meunier. Nous avons pris un dendrimère, ici, vous avez la formule développée, 96 groupements ammonium, et nous avons utilisé ce composé-là pour transférer le gène de la luciférase dans des cellules 3T3. Voici les résultats. Ici, vous avez ce qu'on observe quand on prend le témoin habituel, un polymère polyéthylénimide. Vous voyez qu'avec les dendrimères, on arrive à peu près à même pouvoir de transfection, mais le pourcentage de viabilité des cellules est beaucoup plus important quand on utilise ces dendrimères que lorsqu'on utilise ce polymère linéaire. Et vous voyez ici que le dendrimère est donc incorporé dans les cellules UVEC, par exemple, et se fixe dans le cytoplasme. Donc il y a transfection. Ces dendrimères polycationiques sont d'excellents agents de transfection. On parlait tout à l'heure, il y a eu une question sur les prions. Et quand on a fait ce travail, c'était à la mode, les prions. On n'en parle plus maintenant pour la raison que tout le monde connaît. Je voudrais vous montrer un exemple d'utilisation de ces dendrimères comme agent thérapeutique dans les maladies à prions. On utilise un dendrimère ici, c'est génération 3, vous avez 48 groupements ammonium, et on va traiter par exemple des cellules neuroblastomes de souris infectées par un type de prion, mettons 22L, mais on peut infecter par d'autres prions, Chandler, etc. Et on traite ceci avec les dendrimères, et après 3 jours, on observe qu'il y a disparition totale de la protéine SCRAPI, qui est responsable de ces maladies à prion. Alors ceci, c'est donc ex vivo, in vivo. Alors ça, c'est un cartoon, mais qui montre un petit peu ce qu'on a fait. On a pris 2 séries de 10 souris. Ces 20 souris ont été traitées par une injection de la forme SCRAPI du prion provenant d'un cerveau infecté.
Au bout de 2 jours, on va se contenter de traiter une seule série de souris par injection de 100 microgrammes de dendrimère chaque 2 jours. Au bout de 32 jours, les souris non traitées sont en mauvais état. Les souris traitées sont en bon état. Bon, mais ce qui est important de noter, c'est ceci. On observe une diminution de plus de 80% de la concentration de la protéine Scrapie dans la rate. Et lorsque la forme Scrapie du prion atteint la rate, elle migre ensuite au cerveau. Et quand elle atteint le cerveau, l'issue est fatale. Donc on a une intéressante propriété de ces dendrimères comme agent thérapeutique contre les maladies à prion. On a effectué ça sur des hamsters également et sur des bovins. Ce type de manip sur des hamsters et des bovins, et ça marche aussi. Voyons maintenant une troisième catégorie de dendrimères. Il n'y a plus de cations, il n'y a plus d'anions en surface, mais nous avons incorporé ces petites molécules azotées en surface, et donc j'ai représenté un dendrimère génération 1, 2 et 3, donc vous voyez que la taille augmente. Et également, nous avons profité de la présence de ces groupements pour complexer du cuivre. Et nous avons regardé quelles étaient les propriétés antitumorales de ces dendrimères et des dérivés sur lesquels nous avions mis du cuivre 2. Pardon. Donc, voici les effets sur un panel de cellules cancéreuses et non cancéreuses. Et on va regarder ici, on va regarder l'IC50, c'est-à-dire l'inhibition 50% de la prolifération des cellules. Alors, si vous regardez ceci, on a traité vis-à-vis de cellules cancéreuses, notamment des carcinomes et des leucémies ici, mais aussi également d'autres lignées de cellules cancéreuses. En rouge, c'est l'activité du dendrimère seul. En bleu, c'est l'activité du dendrimère comportant du cuivre en surface. Vous voyez que quand les valeurs sont petites, ça veut dire que l'activité est supérieure. Et bien dans ce cas-là, les dendrimères porteurs de cuivre sont très actifs vis-à-vis des cellules cancéreuses. Et c'est l'inverse. Quand on traite des cellules saines, c'est à ce moment-là le dendrimère cuivre est beaucoup moins actif que le dendrimère seul. Donc on avait une étape importante, on avait 2 séries de composés qui étaient actifs, antitumoraux, des dendrimères comportant du cuivre et des dendrimères sans cuivre. Ce qu'on a fait par la suite, on a comparé l'activité par rapport au cisplatine. Vous voyez ici que le dendrimère seul est déjà beaucoup plus actif que le cisplatine, aussi bien pour les carcinomes que les leucémies. Et par contre, le dendrimère cuivre est encore beaucoup plus actif puisqu'on a une activité au niveau 500 nanomolaires. On s'est ensuite demandé si on remplace le cuivre par le fer ou par l'or, par exemple, est-ce qu'on aura une meilleure activité? Donc on a greffé en surface des dérivés du fer, des dérivés de l'or. Le fer, aucune activité. Le cuivre, vous avez vu l'activité tout à l'heure. Et maintenant, regardez l'activité des dendrimères comportant de l'or 3 en surface. C'est une activité de l'ordre du nanomolaire. Donc c'est une activité extrêmement importante. Et en collaboration avec Thierry Crestel de l'Institut de chimie des substances naturelles, nous avons pu démontrer le mécanisme de réaction réactionnelle. Alors très brièvement, il y a translocation de la protéine pro-apoptotique BAX dans les mitochondries, ouverture des pores des mitochondries, relargage du cytochrome C et du facteur AIF, qui est le Apoptosis Inducing Factor, qui va ensuite être incorporé dans le noyau, en même temps qu'il y a activation de la caspase, dégradation de l'ADN, et le dernier stade est la mort de la cellule. Passons maintenant rapidement à une autre application qui peut être intéressante dans le domaine, cette fois-ci, du diagnostic médical. Vous savez que quand on parle d'imagerie médicale, eh bien, les gens s'intéressent de plus en plus à l'utilisation de nanoparticules.
à l'utilisation de quantum dots. Les quantum dots, qu'est-ce que c'est? Ce sont des marqueurs fluorescents inorganiques extrêmement utilisés donc en imagerie médicale à l'heure actuelle. La couleur va dépendre de l'émission, la couleur de l'émission va dépendre de la taille de la nanoparticule. Vous voyez qu'on va du bleu au rouge. Ce sont des composés utilisés, mais ils sont formés de métaux toxiques. Vous voyez, ils sont formés généralement de cadmium, de sélénium, de zinc, de soufre. Donc on s'est demandé, est-ce qu'on peut, grâce au dendrimère, proposer une alternative et avoir des objets qui seraient aussi brillants, voire plus, que les agents utilisés en imagerie médicale, sans avoir les effets secondaires de toxicité. Quand on utilise les quantum dots, comme je l'ai dit, la couleur va dépendre de la taille. Dans le cas des dendrimères, ce n'est pas du tout ça. On prend un dendrimère donné et puis on va greffer à la surface un chromophore qui met dans le bleu, dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors, voyons un exemple. Premier exemple, c'est la construction de ce système-là, où on va partir d'un chromophore qui est mis dans le bleu, le voilà. Je vous passe les détails de la synthèse, mais l'objectif a été de construire autour de ce chromophore une structure dendritique, de mettre des groupements ammonium en surface. On a donc un système qui est parfaitement soluble, qui est protégé, le chromophore est protégé du quenching par l'eau grâce à la structure dendritique. Et quand on utilise par exemple un dendrimère de génération 2, voici ce qu'on observe, ceci a été fait en collaboration avec l'équipe de Charpak. On peut donc visualiser le système vasculaire du bulbe olfactif d'un rat quand on injecte de façon intraveineuse ce dendrimère ici dans l'eau et l'image est effectuée à 200 micromètres de profondeur. Donc on a ici un objet parfaitement brillant, non toxique, on va le voir, et on peut faire de la visualisation dans le domaine du spectre bleu. On peut également faire partir de chromophores verts. Vous voyez ici, nous avons pris un chromophore vert dont la structure est ici. On construit le dendrimère tout autour. On met des groupements ammonium pour avoir un composé soluble dans l'eau. Et que va-t-on faire? Eh bien, on va injecter ce dendrimère à une concentration de 0,1 picomolaire dans le cœur d'un tétard. Et on visualise de façon parfaite, vous le voyez, le système vasculaire du tétard. Vous avez la projection 2D et ici la représentation 3D. Donc on peut également avoir des objets qui émettent dans le verre. Mais rappelez-vous, ce que nous souhaitions avoir, c'était de pouvoir remplacer les quantum dots et les nanoparticules qui sont toxiques par quelque chose qui ne serait pas du tout toxique. Alors, pour cela, on a fait les tests suivants. Vous avez ici cette colonne-là qui correspond à 10 tétards qui ont été laissés libres pendant 52 jours. Au bout de 52 jours, 9 tétards sont encore vivants. Ici, nous avons traité 10 autres tétards par une injection au niveau du cœur d'un placebo. 52 jours après, 8 tétards sont vivants. Troisième opération, on prend 10 autres tétards, on injecte le dendrimère dans le cœur à une concentration de 2 picomolaires. Au bout de 52 jours, 8 tétards sont encore vivants. Donc on peut dire qu'ici qu'on a une absence de toxicité, d'autant plus qu'ici, nous avons utilisé 20 fois la concentration nécessaire de picomolaires par rapport à 0,1 picomolaire pour visualiser donc le système vasculaire du tétard. Alors on s'est dit, est-ce qu'on peut encore proposer quelque chose de plus brillant? Est-ce qu'on peut aller vers des systèmes hautement brillants sans aucune comparaison avec ce qui se fait à l'heure actuelle? Alors pour cela, nous avons non plus greffé un chromophore, un groupement fluorescent au cœur, mais nous l'avons greffé à l'intérieur des cavités. Vous voyez ici, nous avons 12 chromophores bleus, ici aussi. En surface, ici, on a des groupes ammonium, vous avez la structure ici. En surface, ici, on a des groupements polyéthylène glycol. Et que peut-on faire avec ces composés?
un seul exemple, bien vous voyez qu'on va pouvoir visualiser donc dans le système vasculaire du tétard le muscle oculomoteur, ici en rouge, et l'artère ophtalmique avec une brillance extrêmement élevée. Donc on peut utiliser ces objets pour l'imagerie médicale. Écriture dans l'eau, vous allez me dire pourquoi l'écriture dans l'eau, qu'est-ce que ça a à voir avec les applications thérapeutiques? Eh bien, je vais vous montrer ce qui pourrait être intéressant. Écriture dans l'eau, comment fait-on? On prend un dendrimère avec des groupements chromophores à l'intérieur, on le dissout dans l'eau et avec un laser, on va irradier. Et quand on irradie avec un laser, eh bien, on écrit dans l'eau. Vous voyez que j'ai représenté ici le logo du CNRS. 24 heures après, vous continuez à lire ce que vous avez écrit la veille. Alors on peut se demander, est-ce que c'est réellement de l'écriture dans l'eau? La réponse est oui, on a effectué une série d'expériences. On montre effectivement que si on n'est pas très loin d'un support, on a une résolution magnifique. Si on s'éloigne d'un support par suite des mouvements browniens de l'eau, bien sûr, ça va être un peu plus difficile, mais on peut écrire dans l'eau. On s'est amusé à dessiner un rectangle, des lettres grecques, encore un logo CNRS. On peut entourer un certain nombre de cellules, saines ou cancéreuses, et ce qui me paraît plus important, et si on considère ceci, on va pouvoir écrire avec un laser sur une cellule donnée, sur une série de cellules, et on va pouvoir suivre le développement, le devenir de ces cellules-là, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà une application à venir à partir de ce phénomène d'écriture dans l'eau grâce à l'irradiation laser de dendrimère. Et je voudrais maintenant vous montrer une application réellement concrète puisqu'elle a donné lieu à la création d'une start-up des puces ADN. Très rapidement, comment fait-on? C'est extrêmement simple. On prend une lame de verre, on fait ce qu'on appelle une aminosilanisation, c'est-à-dire on a des groupements NH2 à la surface de cette lame de verre. On plonge cette lame de verre dans une solution qui comporte un dendrimère que j'ai visualisé par ce rond bleu. Ce dendrimère a des fonctions aldihydes, il réagit sur les fonctions amines. Donc on va greffer sur la surface une monocouche de dendrimère caractérisée par microscopie à force atomique. Puis sur cette surface-là, on va greffer un amino-oligonucléotide, faire de l'hybridation avec un amino-oligonucléotide complémentaire qui porte un groupement fluorescent, et donc on va pouvoir préparer ce qu'on appelle une puce ADN. Alors, simplement, je vous demande de regarder ceci. Vous avez ici la sensibilité de toutes les puces ADN commerciales connues à l'heure actuelle, et en rouge, la sensibilité de ces nouvelles puces ADN fabriquées à partir d'endrimères. Vous voyez qu'on a une beaucoup plus grande sensibilité que toutes les puces ADN actuellement connues, et ce qui nous permet également de faire du multiplexing. Alors, cette société dont je vous parlais, qui s'appelle la société Zandris, travaille à l'élaboration d'un certain nombre de puces ADN, donc kits de détection des bactéries, des parasites dans les selles, détection des germes responsables des maladies sexuellement transmissibles, Pulmochip qui va être commercialisé en mois de janvier, détection des pathogènes responsables des maladies respiratoires, un certain nombre d'activités dans le domaine de l'oncologie, détection des biomarqueurs dans le cancer du côlon, également en santé humaine, par exemple, détection des espèces de légionelles. Vous savez peut-être qu'il y a 52 espèces de légionelles, uniquement une dizaine sont dangereuses pour l'être humain, et on détecte ces légionelles, ces 52 types de légionelles, dans les tours aéro-réfrigérantes ou dans les canalisations des hôpitaux. Et donc c'est également un kit qui va être commercialisé très bientôt. Donc j'ai voulu vous montrer un certain nombre d'exemples d'utilisation des dendrimères actifs par eux-mêmes, c'est-à-dire actifs percés, vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes. Mais il y a également une autre possibilité
peut-être encore plus prometteuse d'utilisation des dendrimères, c'est-à-dire utiliser les dendrimères comme transporteurs de drogue, comme cargo de drogue en quelque sorte. Et ceci est intéressant puisque vous savez que beaucoup de drogues ne sont pas utilisées, notamment dans le domaine du cancer, parce qu'elles ne sont pas solubles. Et donc, l'objectif, c'est de greffer ces drogues, une drogue A, mettons, à la surface d'un dendrimère, greffer sur le dendrimère une molécule qui sera reconnue par les récepteurs des cellules tumorales, mettre des groupements anioniques, moins toxiques que les groupements cationiques, ou des chaînes polyéthylène-glycol, et puis donc ensuite arriver à cliver l'espaceur entre le dendrimère et la drogue pour relarguer la drogue et l'utiliser dans un certain nombre de voies d'administration. Ceci, c'est une possibilité, mais grâce au dendrimère et grâce au nombre de fonctions que vous avez en surface, vous allez pouvoir greffer non seulement une drogue A, mais également une drogue B. Et greffer, et on l'a vu tout à l'heure, un groupement fluorescent, c'est-à-dire qu'on peut envisager un relargage contrôlé de deux drogues et de suivre le relargage contrôlé parce qu'on a construit un dendrimère qui sera fluorescent et dont on pourra suivre le chemin. Et je terminerai par ceci en montrant un petit peu ce que les gens essayent de faire et ce que nous aimerions faire. Vous avez ici la probabilité d'éradication d'une tumeur. Donc, quand on travaille sur une monothérapie, c'est-à-dire une seule drogue, on a un certain effet. Quand on travaille sur une thérapie double, il y a un effet amélioré souvent avec une administration séquentielle, donc la drogue A puis la drogue B. On améliore encore avec une thérapie double quand il y a une administration simultanée, c'est-à-dire on ajoute la drogue A et la drogue B en même temps, puis ensuite à nouveau la drogue A et la drogue B, et donc l'espoir d'utilisation de dendrimères, notamment dans le domaine antitumoral, c'est utiliser ces dendrimères qui eux-mêmes sont actifs en eux-mêmes en ajoutant, en faisant une administration simultanée des drogues A et B qui sont à la surface des dendrimères. Voilà donc très brièvement ce que je voulais vous montrer comme application des dendrimères, quelques domaines d'application des dendrimères. Donc brièvement, je voudrais remercier les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, notamment le docteur Serge Mignani, qui, il y a encore 2 ans, était directeur du département de chimie médicinale de Sanofi, Thierry Crestel, qui est chercheur à l'Institut de chimie des substances naturelles, mes collègues de Toulouse, Rémi Poupeau, Marie Poupeau et Jean-Luc Davignon, travaillent dans le domaine des propriétés anti-inflammatoires des dendrimères. L'équipe de Mireille Blanchardèche, avec qui on a développé donc, ces dendrimères utilisés en imagerie médicale. Et enfin, l'équipe de Toulouse, dirigée à l'heure actuelle par le docteur Anne-Marie Camina. Je vous remercie de votre attention.